Bonsoir tout le monde. Je vais donc reprendre le récit passionnant d'un de mes tout premiers pervers. J'avais alors 20 ans en 1987 et j'ai rencontré la personne qui a écrit, qui a rédigé cette biographie succincte. Pardon, je vais continuer donc. Plusieurs jours sont passés, je reprends ma plume. Je ne sais pas si l'écriture sera trop parfaite, pour la bonne raison que je suis sur mon lit et qu'en plus la lumière est éteinte et je n'ai que la lueur de la télévision. Alors je vous rappelle qu'il est en prison, à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand. Je crois d'ailleurs qu'elle ne reçoit plus de détenus. Dans les pages précédentes, j'ai surtout parlé de ma famille et surtout de maman. Tu en déduiras peut-être que je souffre du complexe d'Édipe, cela doit être vrai. J'en reviens donc à ma jeunesse. Jadis, une petite ville était en émoi, car il allait se passer quelque chose d'important. Une femme allait accoucher. Dans un petit appartement minable, au linoléum usé, à la peinture jaunie par le temps, des cris sortaient de la chambre à coucher, la sortie du bébé se présentait mal, et c'est avec beaucoup de douleur pour la mère qu'un beau bébé vint au monde. Il pesait 4,125 kg. C'était un garçon, le 4e pour cette maman, elle qui aurait tant souhaité avoir une fille. Tout le bourg fêta cette naissance, car dans ces petits villages, le chef de gare est aussi important que le commerçant, le docteur, le maire, et traité avec le même respect que le curé lui-même. Toutes les naissances dans ces milieux-là étaient fêtées. En réalité, c'était une occasion pour la masse populaire de boire le canon, comme ils disent si bien. Plus tard, on m'a dit que je fus bien arrosé. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'en 61, on pouvait encore naître dans une maison individuelle. Bon, je pensais pas que c'était encore possible. Bon. Plus tard, mes parents déménagèrent pour s'installer dans une résidence. C'était une joie pour toute la famille. Mon frère et moi avions enfin notre propre chambre, et nous fûmes autorisés à la meubler à notre goût. J'avais demandé à mes parents de m'acheter un gosier, un petit bureau, une bibliothèque, une chaise et un fauteuil, qui fut d'ailleurs acheté d'occasion, et c'est maman qui le retapissa elle-même avec un tissu vert. Mon frère me dit qu'il ressemblait à un Voltaire, et c'est ainsi que plus tard, je l'ai toujours appelé comme ça. C'était mon fauteuil Voltaire. Petit à petit, je m'installais chez moi dans ma chambre. Toutes mes économies se transformaient en peluche, et elles finissaient par s'entasser tout autour de la pièce. J'étais très fier de mon petit domicile. Maman me reprochait d'être trop généreux. Elle avait sans aucun doute raison, car à chaque fois que des camarades venaient jouer chez moi, ils repartaient avec une de mes pluches. J'aimais offrir, maman ne me disait rien à ce sujet, seulement que je le regretterais plus tard. En 1969, nous déménageâmes. Je me rappelle que j'ai pleuré tout le long du chemin. J'avais peur de l'endroit où nous allions vivre, et puis je n'aurais plus mes copains pour jouer. Le village était encore plus petit que celui d'où nous venions. Je maudissais ce trou perdu. Pour aller à l'école, j'avais une demi-heure de trajet en bus, alors qu'avant, j'y partais à pied. Dans ce bourg, je n'eus que 2 copains, un frère et une sœur. Ils étaient enfants d'agriculteurs. La fille était dans la même classe que moi. Pour les devoirs, elle m'aidait en français et moi en dessin. J'allais souvent chez eux. Leur maman faisait toujours plein de bonnes pâtisseries. J'accompagnais souvent le garçon garder les vaches. Il était plus âgé de 3 ans. Il me vantait ses conquêtes auprès de la gente féminine. Je savais qu'il me mentait un peu, car il était aussi timide et bloqué que moi. De temps en temps, il achetait un lui ou un Playboy, et nous partions le lire en cachette dans un pré ou dans une grange. Je préférais ce dernier lieu, il y sentait bon la paille, il y faisait chaud, j'aimais bien m'y étendre. Plus tard, en 4e et 3e, j'eus d'autres camarades, c'étaient pour la plupart des pensionnaires, et habitaient Clermont.
Je me souviens de l'un d'eux, je le revois parfois, il se prénomme Olivier. Son père est directeur dans un magasin et sa maman visite des entreprises pour leur vendre des produits de premier secours en cas d'accident. Ils habitaient un appartement cossu dans une résidence en face de la piscine de... Parfois, le mercredi après-midi, j'invitais Olivier à la maison. Quand il faisait beau, nous allions nous promener sur les chemins de randonnée de la chaîne des volcans. Nous nous arrêtions souvent à un château d'eau. Après quelques efforts, nous nous retrouvions sur le toit. De là, on avait une vue formidable, d'un côté les montagnes, de l'autre une petite vallée qui serpentait entre des petits monts. On se chamaillait, on chahutait souvent, mais toujours sans violence. Nous avions horreur tous les deux des actes de force. Et notre après-midi coulait toujours ainsi tranquillement. Et nous rentrions calmes, heureux et satisfaits de cette promenade dans ces lieux presque paradisiaques. Il m'invitait quant à lui le week-end et avec ses parents nous allions à leur maison de campagne dans les environs de... Leur bâtisse était une ancienne forge et l'atelier avait été transformé en salle à manger. Nous mangions sur le vieux soufflet immense qui était devenu la table. Tous les soirs, nous allumions un feu dans la grande cheminée. Je me souviens encore de la date qui était inscrite dessus, 1803. Olivier et moi étions chargés de l'entretien de l'âtre. C'était une joie pour nous. À chaque fois que nous y sommes allés, nous avons souhaité la pluie. Cela nous permettait de rester à l'intérieur et on en profitait pour allumer le feu et on s'allongeait devant durant des heures. J'ai oublié de dire que sa maman nous emmenait le vendredi soir après avoir préparé quelques plats cuisinés pour le lendemain, car après nous avoir conduits, elle repartait sur Clermont. Ses parents travaillaient tous les deux le samedi, ils nous rejoignaient donc le dimanche matin. Les nuits étaient fraîches, même en été, et nous dormions tous les deux dans le même lit. Pendant les grandes vacances, je l'ai invité à passer un mois sur l'île de Ré, où une de mes tantes avait un terrain de camping. Ma toile de tente était un peu juste pour nous deux, et surtout pour nos affaires, mais ce furent de superbes vacances. On allait se baigner le matin, les plages étaient désertes, à part quelques personnes qui avaient dû passer la nuit là autour d'un feu, et qui dormaient sans même faire attention à la lumière du jour, et sans entendre le cri perçant que poussaient les mouettes. Pour l'après-midi, nous avions loué des bicyclettes, et je lui montrais les villes, les ports, le pénitencier, les phares, les fabriques de poterie, de verre, les marais salants, bref, tous les sites à voir. Nous y avons fait de la barque, du bateau de pêche, nous étions partis une semaine avec des pêcheurs en pleine mer, du vélo, du cheval. Nous y avons passé notre baptême de l'air. Je lui fis faire également les visites de La Rochelle, de Royan, de l'île d'Oléron, nettement moins pittoresque que l'île de Ré. Le retour se passa en plusieurs étapes, d'abord à Rochefort, puis à Saintes, Cognac, Angoulême et enfin Périgueux. Quand on repartait par la suite de ce moment, on disait nos chères vacances et nos vacances chères, car nous avions entamé l'argent de poche des 4 mois à venir, ce qui allait impliquer des privations pour l'avenir. En réalité, ses parents lui donnèrent son argent de poche et maman m'a toujours fourni le pécule dont j'avais besoin. L'année scolaire suivante se passa toujours avec la compagnie d'Olivier. Je m'étais même rapproché davantage de lui, car ses parents s'étaient séparés et je l'aidais à supporter son chagrin. Au cours du 2e trimestre, je me suis inscrit à plusieurs concours, histoire de juger de mes capacités. J'ai passé celui de préposé au PTT, celui de contrôleur aux impôts et celui de la SNCF. Alors, là, il a fait des 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 traits en haut de la page et il écrit « Pardon, je ne me rappelais plus ces bizarreries. On avait dû commencer un jeu. » Avec les autres prisonniers, sans doute. Hein. Donc, il a passé celui de contrôleur aux impôts et celui de la SNCF. Je précise tout de même que c'était pour m'entraîner et que j'avais l'intention de poursuivre mes études. Je fus reçu à 2 d'entre eux. C'était bien, sachant que seulement 3 candidats allaient être choisis sur plus de 350 participants.
J'étais assez fier, je peux le dire. Voilà, je vais arrêter ici ce témoignage, je vais noter où je me suis arrêté. Alors, je me souviens très bien quand j'ai lu ce texte et qui montre finalement qu'il s'entend très bien avec cet Olivier. Bon, il était beaucoup plus jeune, vous me direz. Eh ben, je me suis senti extrêmement dévalorisé puisque j'avais l'impression qu'il vivait quelque chose d'idyllique finalement et qu'il était capable de s'intéresser à quelqu'un. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attribué complètement l'échec de ma relation avec lui à un manque de qualité de ma part. Hein. Enfin, franchement, je me suis dit, mais il est très gentil, il est très sensible, il a plein de qualités, il est généreux, il donne ses pluches quand il est gamin. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Enfin, quand on lit ce texte, on se dit, c'est un petit saint. Bon, quelqu'un d'un peu peut-être aussi naïf, mais quand même. Hein. Et moi, je me suis senti vraiment diminué. Je me suis dit, bah, c'est vraiment de ma faute. Si ça ne marche pas, puisqu'avec les autres ça marche très bien. Bon, peut-être avec les parents de son ami, avec son ami qui est en difficulté à un moment donné et il le soutient, alors que moi il m'avait pas du tout soutenu, au contraire. Hein. Et pourtant je n'avais pas adopté un comportement spécialement méchant. Je me souviens même d'une remarque que j'avais faite à ma mère, qu'elle lui avait d'ailleurs répété hein, quand il était venu à Montluçon, ou alors au téléphone, je ne sais plus. Je lui avais dit que, en fait, comme je pensais qu'en prison il ne mangeait pas tellement bien, je me dis, bah, il n'y a pas de raison que moi je mange spécialement bien non plus. Et voilà. Et donc, ce n'était pas grave si je n'avais pas une nourriture très abondante, puisqu'on manquait un petit peu d'argent et je ne travaillais pas, je poursuivais mes études. Voilà. Donc voilà une genre de remarque qui montrait quand même un intérêt pour lui, intérêt qui n'était pas réciproque. Je me suis même il y a quelqu'un qui s'est même posé la question est-ce qu'il était bien homo? Voilà. Bon, c'était gentil de me dire ça. Ça voulait dire que pour pas avoir envie d'aller plus loin avec moi, il y a peut-être une raison, mais si en fait, hein, je pense qu'il l'était vu ce qu'il m'avait raconté par la suite, hein, enfin avant, pendant qu'on se connaissait. Il faisait exprès en fait de me priver à ce niveau-là, mais et tant mieux d'ailleurs parce que j'ai eu de la chance dans mon malheur finalement puisque il est parti et ça m'a permis d'éviter de vivre avec quelqu'un de peu intéressant et de profondément hypocrite. Si on se base sur ce témoignage, on a vraiment l'impression que c'est moi le méchant finalement. Hein. Voilà. Bon bah je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Bonne nuit. N'hésitez pas à diffuser les vidéos, à liker, à disliker. Ça je compte sur vous, pas de problème à ce niveau-là. À vous abonner éventuellement, pourquoi pas. Hein. C'est toujours bon à prendre. Et à bientôt et bonne nuit.